On a une société qui pense que c'est ok toute la journée de faire les commentateurs sportifs sur les meufs exposées. Quand t'es une femme, tu te doutes tout le temps. Les hommes, eux, ne doutent de rien. Voilà, je tends ce miroir à la société. Lâchez-nous la grappe. Marine Tondelier, merci de nous accueillir au siège des écologistes à Paris. Vous êtes une voix montante de l'écologie politique, mais aujourd'hui, au-delà de vos combats, nous souhaitons découvrir la femme derrière les convictions. Qui êtes-vous vraiment ? Marine Tondelier. Mais j'aimerais bien le savoir. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis née, que j'ai grandi dans le bassin minier du Pas-de-Calais, un endroit où le jour de sa naissance, vous n'avez encore rien fait, que déjà vous avez 5 ans d'espérance de vie en moins qu'un Parisien. Mais je ne regrette rien parce que c'est là où j'ai tout appris, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je me suis forgée aussi dans l'adversité parce que mon premier mandat en 2014, c'était élu dans l'opposition au Rassemblement National à Hénin-Beaumont. Je ne vous dis pas que ça a été simple, mais ces coups que j'ai pu prendre et face à laquelle j'ai dû tenir, finalement, on fait la femme politique que je suis aujourd'hui. Donc vous voyez, comme je suis quelqu'un de très positif, je leur dis merci, voilà, pour toutes les horreurs qu'ils m'ont dites et qu'ils m'ont faites. Ils pensaient me faire craquer, mais en fait, ils m'ont coaché et c'était gratuit. Si vous deviez résumer votre vie en une phrase, que diriez-vous ? Je dirais, c'est une phrase que j'ai sur mon bureau à Hénin-Beaumont. Celles et ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Voilà. Et ici, on essaie. Si vous aviez la possibilité de rencontrer la petite Marine, que lui diriez-vous ? Je sais pas, parce que j'étais quelqu'un d'hyper scolaire. Et donc, il y a un côté où j'étais très appliquée. Et voilà, je lui dirais... c'était bien, en fait. Faut faire ça. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pas forcément eu confiance en moi dans ma vie. En arrivant d'Hénin à Lille, puis à Paris, quand j'ai commencé à faire la politique au niveau national, d'être vue comme une plouque en fait, voilà. Ça, je pense que ça m'a beaucoup construite aussi parce qu'au début, vous vous sentez différente. Beaucoup de conseils. Voilà, pour dire, faut que tu fasses moins de blagues, faut que tu sois plus ceci, plus sobre, etc. Que, de toute manière, je vais vous mettre à l'aise, je n'arrivais pas à suivre parce que à un moment, tu te dis si c'est pour ressembler à tous ceux qui m'ennuient, peut-être que c'est pas ça que j'ai envie de faire et peut-être que si j'avais envie, j'arriverais pas à le faire. Donc évidemment que j'ai travaillé des choses, ça fait partie de mon travail de femme politique, mais tous les conseils que je n'ai pas suivis en gardant des choses qu'on me disait de lycée, c'est ce que les gens aujourd'hui dans la rue me disent, ça on adore, ne changez pas. Donc voilà, les meilleurs conseils, ils viennent de la rue. En arrivant à Hippocane à Lille, vous avez découvert que votre accent du Pas-de-Calais pouvait susciter des moqueries. Alors concrètement, c'est comment l'accent du Pas-de-Calais ? Alors ? Marine, on se détend. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette question ? Encore ? Encore, et vous voulez que je parle de quoi ? Alors comment justement vous avez fait en sorte de gommer cet accent pourtant qui est si joli et que vous auriez pu conserver encore aujourd'hui ? Non mais je l'ai encore. Alors, ne vous inquiétez pas pour moi là-dessus. Il suffit de me mettre dans mon écosystème naturel. Répondez avec l'accent. Avec ma sœur, on écrase quand on parle. Et on était là ouais et tout le week-end. Et quand je revenais le lundi, j'étais retournée en mode ch'ti de 100%. Et c'était ouais. Mais vous l'avez gommé quelque peu, c'est-à-dire on vous a dit lorsque vous avez pris une dimension nationale. De faire attention que l'accent soit pas trop prononcé. Ah non. Jamais. Non, parce qu'en fait ça. Les yeux dans les yeux, Marie. Non, mais un accent ça se commande pas en fait. Là, tu vois, je parle avec toi, j'ai pas forcément l'accent, mais dès que je retourne à Hénin, je l'ai. Mais c'est un truc comme ça se maîtrise pas. Vous aviez des rêves de petite fille. Je parle pas de militante, vraiment de petite fille. Eh ben oui, je voulais être prof. Et d'ailleurs, ce que j'adorais faire à l'école, c'est quand la maîtresse disait tiens, toi tu vas expliquer ça à un tel. Et moi je sais que j'adorais faire ça. J'avais l'impression d'être utile et c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Mais du coup, j'en profite parce que je vois aujourd'hui à quel point les profs, c'est une profession qui est dure. Les profs en France sont payés 40% de moins que tous les autres fonctionnaires qui ont leur niveau de diplôme. Les classes sont plus chargées en France que dans la plupart des pays d'Europe. Et en fait, à la fin, l'éducation, ça touche beaucoup de monde parce qu'il y a plus d'1 million de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. On est en train de laisser sombrer une institution qui est quelque chose qui relie tout le monde et je le dis, les enfants c'est hyper important, j'en parle dans le livre. Je pense que derrière chaque adulte qui va pas bien, il y a aussi un enfant qui a pas été bien en réalité et qu'on prend pas assez soin des enfants dans cette société. Et donc je pense qu'on doit plus s'adresser aux enfants et je leur dis aux parents, amenez vos enfants en réunion publique et laissez-les parler. Ils ont parfois des idées bien meilleures que les adultes. Que reste-t-il aujourd'hui de l'enfant en vous ? Le rire. Je m'en suis un peu rendu compte. Ah bah voilà. L'humour. C'est cohérent. Moi j'étais plutôt timide. Ouais.
Et c'est vrai que quand les gens disent aujourd'hui t'es drôle, t'es extraverti, je n'ai pas du tout toujours été comme ça. J'étais plutôt quelqu'un de timide, qui analysait, voilà. Enfin, c'est vrai que le sens de l'humour est venu au fur et à mesure, déjà avec mon frère et ma sœur, parce que je suis l'aînée de 3. Et c'est vrai qu'à table, c'était le festival de la vanne tous les midis et tous les soirs. Donc je pense que ça m'a créé un peu de répartie. L'humour était une façon aussi, lorsque vous étiez petite, d'attirer un peu l'attention. Ouais, mais je suis pas sûre que je faisais ça. Mon fils fait ça. Et il le fait bien. Très très drôle. Joseph. On en parlera peut-être. Mais moi je pense pas. Enfin, faudrait demander à mes parents, mais je pense pas que je faisais ça. Et vous savez pourquoi vous étiez si timide à cette époque-là? Est-ce que vous avez le recul suffisant aujourd'hui pour peut-être nous partager une sorte d'analyse sur cette timidité? Je suis sur un canapé, mais je savais pas qu'on faisait ma psychanalyse. Non, j'en sais rien, mais je pense que j'étais sérieuse, que moi j'étais beaucoup dans les livres, voilà, j'aimais beaucoup le contact de l'autre, mais vous voyez, si j'arrive à un endroit où je connaissais personne, j'avais plutôt attendre un petit peu que quelqu'un vienne me voir, j'étais pas dans le contact permanent, c'est pas quelque chose que je savais faire. Quel héritage moral ou quelle valeur essentielle vous ont légué vos parents? Très petite, il y avait le truc du rapport à la nature et de la santé. Moi, j'ai un papa qui est médecin généraliste, mais qui fait de l'homéopathie, qui fait de l'ostéopathie, qui fait de l'acupuncture, et qui surtout avait un jardin. C'était manger les légumes du jardin. C'était, vous savez, on avait très très tôt par rapport à d'autres familles en France, en fait, on prenait l'eau de pluie. Et il y avait un osmoseur en fait pour pouvoir avoir à côté du robinet d'eau du réseau, avoir un robinet d'eau potable en fait. Qu'on récupérait et qu'on pouvait boire, le compost et le recyclage, tout ça. Enfin, moi, je sais que quand j'étais petite, je gardais à la fin de l'année, vous savez, vous triez un peu toutes les feuilles, les trucs qui traînent. Et moi, j'étais abonnée à plein de magazines, mon quotidien, vous savez, le quotidien pour les enfants. J'avais des différentes revues que j'avais. Et donc, à un moment, faut faire le tri. Et je voulais jamais le mettre dans les poubelles normales. Et je disais, mais on peut pas le recycler. Et donc, ma mère avait trouvé qu'à la déchetterie, il y avait une benne où on pouvait apporter les papiers. Et donc une fois par an j'allais apporter tous mes papiers, et je sais que quand j'étais étudiante, dans les soirées, vous savez, ça boit, tac tac tac, et à la fin tu vois toujours des gens qui sortent des sacs poubelles, ils mettent tout dedans, et moi je suis là, oh, qu'est-ce que vous faites? J'interviens. Ça me faisait mal en fait de voir des bouteilles en verre partir dans une poubelle, pas de verre, ça m'abîmait. Et donc j'allais récupérer les trucs pour les mettre en sortant. Ça, voilà, c'est un truc que j'ai vraiment de l'enfance. Quel souvenir d'enfance souhaitez-vous revivre si vous aviez la possibilité? Moi, c'était les vacances à Berck. C'était avec ma grand-mère. On allait se faire du trampoline là sur la plage 15 jours, les 15 premiers jours de toutes les vacances scolaires de toute mon enfance. J'ai perdu ma grand-mère en début d'année. C'est vrai que c'est un souvenir pour mon frère et moi qui reste très marquant. Et en plus, ma grand-mère, c'était l'ancienne époque. Et donc, notamment, elle nous lavait dans une bassine dans le jardin. Non pas parce qu'il n'y avait pas de douche, mais parce qu'il ne fallait pas abîmer la tuyauterie. Notamment avec du sable, quelques grains de sable qui seraient restés sur nous. Et donc, jusqu'à 10 ans, on se lavait dans une sorte de bassine, et elle avec l'arrosoir. Et à 10 ans, c'est pas qu'elle trouvait qu'il fallait prendre une douche, c'est que elle disait qu'on rentrait plus dans la bassine, ce qui était vrai. Donc voilà, c'est des souvenirs d'une enfance heureuse. Beaucoup d'amour dans cette famille, et je les en remercie. Je sais que tous les enfants n'ont pas cette chance. Et je le dis aussi, aujourd'hui, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me bats pour le droit aux vacances pour tous, par exemple. Vous en parlez, vous l'évoquez justement dans votre livre, et vous notez même, et vous appelez ceci une épidémie de solitude. Oui. Absolument. Donc si on parle de solitude... Et en plus, comme on n'en parle pas dans leur solitude, ils sont encore plus seuls. Parce qu'ils n'existent pas. Et quand vous avez personnellement, justement, pris conscience de l'ampleur? Moi, j'ai eu un moment, je sais plus si c'était quand j'étais au lycée ou au début de mes études, il y a une année où ça n'allait pas du tout. Je me sentais très seule alors que je ne l'étais pas. Mais j'ai connu cette vague, mais comme je pense tous les ados, hein. J'ai vraiment, il y a une année, ça n'allait pas du tout. J'avais tout le temps envie de pleurer, sans raison. En plus, tu dis, pourquoi? Bon, c'était peut-être les hormones de l'adolescence, j'en sais rien, mais j'étais très déstabilisée et j'ai connu une solitude profonde. Et après, je suis passée à autre chose. J'ai trouvé la ressource, comme plein de gens, pour passer à autre chose. Et je me suis toujours dit, mais il y a des gens qui connaissent cet état-là toute leur vie et dont tout le monde se fout. Et qui n'ont pas le capital social, économique, culturel pour s'extraire de ça. Il y a 1 Français sur 4 qui se sent seul. 1 Français sur 4, c'est énorme. Et la solitude, c'est pas juste désagréable ou qu'on est un peu triste. La solitude, c'est un problème de santé publique. C'est l'équivalent pour la santé de 15 cigarettes par jour. Ça a des conséquences physiques, psychiques. Et il y a un rapport là du petit frère des petits frères des pauvres qui est sorti avant-hier, qui dit qu'il y a 750 000 personnes âgées dans ce pays qui sont en situation de mort sociale, qui n'existe plus pour personne, à part peut-être pour le CCAS ou
ou pour leur caisse de retraite. Enfin, c'est triste en fait, c'est désarmant et on n'en parle jamais alors qu'il y a des pays comme le Royaume-Uni ou comme le Japon qui ont mis en place des ministères de la solitude avec des plans vraiment précis sur le sujet. Donc moi je veux aujourd'hui qu'on ait des Mozart de l'empathie au gouvernement et réhabiliter l'amour, la tendresse, des choses de base en fait, du rapport à l'autre. Plus jeune, vous êtes allé au catéchisme. Alors là, on va vraiment arriver dans le oui. profond. Oui, mais c'est ça. Parlons-en. C'est ça aussi qui est intéressant, puisque justement, ça va nous donner peut-être une autre image de Marine Tondelier. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté à l'époque? Alors, moi, je raconte dans le livre, il y a un truc qui m'a traumatisée. C'est ma première séance de catéchisme qu'on m'avait beaucoup dit. Donc, est-ce que vous connaissez Jésus? Donc, il y en a qui connaissaient, il y en a qui connaissaient pas. Puis elle dit, c'est simple. Jésus, c'est quelqu'un qui est toujours dans un coin de la pièce. Vous le voyez pas, mais lui, toute la journée, il vous regarde. Et moi, je me rappelle de voir qu'on était 4 ou 5 enfants et tout le monde était comme ça. Donc là, vous voulez dire que ça fait des années que ce mec est dans un coin de la pièce et nous regarde et que personne ne nous avait prévenu. Et je pense que tous les enfants pensaient à toutes les bêtises qu'ils avaient pu faire en cachette en disant « Ok, ça aurait été bien de nous prévenir peut-être avant ce jour. » Et il y avait un côté... ça avait jeté un froid et je me rappelle, elle nous avait regardé, elle avait dit « Ça fait froid dans le dos. Hein. » Et tout le monde était là. Bon, ça c'était la première séance. Un petit coup de pression et cette expérience vous a apporté quoi? Alors moi, c'est vrai que du coup, ce que j'aimais bien en catéchisme, c'est qu'on parlait de valeurs que j'aime bien. L'amour, l'empathie, la tendresse, prendre soin de l'autre. Et je me rappelle que dans des repas de famille où j'entendais un membre de la famille, comme ça arrive dans beaucoup de familles en France, dire des horreurs sur l'immigration, etc. Moi, du haut de mes, je vais avoir 7 ou 8 ans, j'intervenais en discussion pour dire, mais en fait, tu vas à la messe. Et au catéchisme, on nous a dit qu'il fallait aimer son prochain et qu'il fallait que chaque homme était mon frère et donc je ne comprenais pas qu'on puisse aller à la messe dans la religion et tenir des propos comme ça. Je pense que je suis un peu devenue de gauche au catéchisme. Voilà. J'ai peut-être été avec les bonnes personnes parce que je vois que ça n'arrive pas à tout le monde. Et ce lien avec la religion, est-ce que c'est quelque chose que vous avez conservé ou que vous avez fait évoluer depuis? Ça me regarde. Ça me regarde. Ouais, mais je le dis parce que je suis pour la laïcité aussi. Donc en fait, je respecte toutes les religions et je respecte aussi celles et ceux qui ne croient pas. Et je pense qu'il faut pas... je pense que ça me regarde. Mais écoutez, c'est très bien. Si ça... Et cœur sur tout le monde, faites exactement ce que vous voulez. Montrez-moi le cœur. Ouais, non, mais ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui, au nom de la religion, se battent, se cherchent des poux, décident que la leur est meilleure qu'une autre. Ça, je n'ai jamais compris. Marine Tondelier, je vous tends le miroir de la parole, absolument. Ça me fait penser à Blanche-Neige. Exactement. Voilà. Mais vous n'avez rien d'une sorcière. Merci. Je vous rassure tout de suite. Je sais pas si tout le monde pense ça, mais merci de me le dire, ça me fait plaisir. Que voyez-vous aujourd'hui en vous regardant? Qu'attendez-vous de moi sur cette question? Une réponse. C'est déjà pas mal. Non mais que voyez-vous là tout de suite? Vous regardez? Que voyez-vous? Voilà. Votre première impression vous regardant. Donc je suis une femme jeune, écologiste et du Pas-de-Calais, donc je vois tout ce qui ne va pas. Voilà, comme toutes les femmes. Alors ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez Marine Tondelier? Moralement, sur le fond, sur la forme. Beaucoup peuvent s'identifier à ce que vous dites, surtout quand on est une femme et pas que. Il faut que je continue à me regarder, je regarde où? Non mais alors, qu'est-ce qui ne va pas, Marine? Je vais pas me regarder, voilà, je vais le mettre comme ça. Marine, comme ça. Mais moi, c'est agréable, vous trouvez ça agréable? Ouais, c'est pas mal. C'est un homme. Non, mais même si j'étais pas un homme, je trouve que c'est. Je peux voir les côtés positifs. Magnifique. Non, mais par exemple, je vois de la certitude. Je vais vous faire l'exercice masculin. Ce que je vois là, c'est vraiment de la certitude, c'est de la confiance et je comprends pourquoi les gens votent pour moi vraiment quand je me regarde. Et voilà, je suis beau, je suis fort, je suis intelligent. J'ai fait les bonnes études, j'ai le bon costard et vraiment voilà, les Français n'attendent que moi. Donc tu vois, je vais pas faire ça, c'est ridicule. Alors justement, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous pouvez le déposer. Et le reprendre. Je déteste me regarder. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais je pense qu'une femme, elle est toujours un peu complexée parce que la société est organisée de manière... Complexée par quoi ou de quoi? Tu vois, par exemple, il y a un truc assez intéressant que je raconte dans le livre, c'est que donc c'est l'histoire de la veste verte. Et quand j'ai commencé à la mettre, les gens étaient là. Mais pourquoi elle a toujours la même veste? Alors si je la mettais pas, pourquoi il l'a pas? Si je la mettais, il l'a encore mise. Et en fait, en tant que nana, il y a juste un truc à retenir, c'est que ça ne va jamais. Donc t'es trop grosse, trop mince, trop jeune, trop vieille, tes cheveux ça va pas, ton maquillage ça va pas, tu parles trop vite ou trop lentement. C'est permanent sur les femmes. On a une société
qui pensent que c'est ok toute la journée de faire les commentateurs sportifs sur les meufs exposées, et les hommes, que ce soit politique, en cinéma, en sport, ont beaucoup moins de commentaires. Quand t'es une femme, tu te doutes tout le temps. Les hommes, eux, ne doutent de rien. Et moi, ça me préoccupe plus les gens qui doutent de rien, parce que du coup, c'est dangereux pour la société. Et je le constate que Pauline Ferrand-Prévot, qui a gagné là le Tour de France femme, elle s'est pris toute une polémique sur son poids, alors que les mecs qui s'assèchent avant de faire une compétition, ça fait partie de l'entraînement. Personne ne leur dit rien. Est-elle femme qui avait un décolleté trop profond, est-elle autre, c'est tout le temps. Donc lâchez-nous la grappe, voilà. Et sinon je tends ce miroir à la société. Lâchez-nous la grappe. Marine, pourquoi parlez-vous aussi vite? Et c'est la même réflexion que vos grands-mères peuvent vous faire. Vite. Parce que je pense vite et que je cours aussi après mes pensées. Il y a un truc comme ça qui s'enchaîne, tac, 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 tac. Mais c'est compliqué à vous suivre. Non, mais c'est une question de tempérament aussi, un peu. Vous vous rendez pas compte, vous arrivez, la caméra s'allume, on vous dit t'as 3 minutes, faut dire ça, puis en sortant, on te dira aussi que t'as oublié de dire ça et ça. Et en voulant bien faire et donc trop faire, en fait, je faisais pas bien. Et quand j'ai pris conscience qu'en fait ça nuisait à la capacité même de certaines personnes de comprendre ce que je racontais, c'était un problème. Je pense que je m'adapte un peu au public aussi. Et normalement, j'ai appris à ralentir. Alors comment justement? Hier, à C'est à vous, vous avez appris à ralentir. on m'a dit que j'avais parlé à la bonne vitesse. Je me pose, je respire, je me dis que tout va bien et qu'on n'est pas pressé et que si on en dit moins, peut-être on dira mieux et ça ira aussi. Et on respire. Dernière question avec le miroir que vous allez reprendre, absolument. C'est une torture. Mais oui, c'est une torture. Vous allez vous poser une question qu'aucun journaliste ne vous a jamais posée. Marine Tondelier, je te demande comment ça va. Voilà. Marine Tondelier. Comment ça va? Faut demander aux gens comment ils vont. Marine Tondelier, comment ça va? Moi ça va là. Je suis très contente que vous me posiez cette question parce que personne ne me la pose jamais. Et je pense qu'il faut demander aux gens comment ils vont. Oui, mais à vous, comment allez-vous? Moi ça va parce que je fais en sorte que ça aille. Comment vous faites en sorte pour que ça aille? Ça se joue au mental. C'est-à-dire, mais donnez-nous un petit peu vos astuces. J'ai décidé un jour d'être radicalement positive et optimiste, et même si je suis très inquiète par à peu près tout ce qui m'entoure, la vie politique est dure, mais la vie socialement est dure, économiquement c'est dur, entre les commerçants qui sont inquiets pour leur magasin, ceux qui savent pas s'ils pourront remplir leur caddie la semaine d'après, et comment payer le loyer, et des jeunes qui disent mais est-ce que la planète sera encore habitable quand j'aurai 30 ans, et est-ce que j'aurai mon Parcoursup, c'est dur tout le temps, et en fait ça c'est notre travail de politique de faire mieux, mais vu ce que je vois au gouvernement ça va pas être tout de suite, donc en fait on doit trouver la ressource à la fin aussi en nous. Et pour être une femme ou un homme politique, aujourd'hui, il faut être vraiment maso. Le truc qui me terrorise de plus, vous parliez des peurs tout à l'heure, c'est ce moment où tout le monde aurait baissé les bras. La grande résignation générale. Le fait d'être en action, de s'engager, pour moi est un moteur très puissant. Ça aide à trouver tout ça supportable parce qu'on essaye de le changer. Et donc on est en mouvement, et ça j'explique dans le livre aussi à quel point le mouvement est le meilleur moyen de combattre aussi l'anxiété. Et est-ce que c'est compliqué pour Marine Tondelier de porter un prénom devenu un symbole politique? Quel enfer de s'appeler Marine. Dédicace à toutes les Marines. Alors d'ailleurs, Marine Le Pen s'appelle Marion Anne Perrine. C'est pas son vrai prénom, Marine. Et puis un jour, elle débarque à Hénin-Beaumont. Et donc tout le monde disait Marine à Hénin-Beaumont, et je suis là, c'était très très déstabilisant, très déroutant. Il y avait aussi cette chanson de Diams, Marine. Je me rappelle dans les soirées, parce que oui, j'étais dans les soirées à l'époque où on chantait Diams, ça ne me rajeunit pas. Je me rappelle de tout le monde qui chantait Marine, et c'est 17 fois dans la chanson le prénom Marine, donc c'était très long. Et j'ai été interrogée il y a pas longtemps par une journaliste qui s'appelle Marine aussi, qui fait un podcast que de gens qui s'appellent Marine pour leur demander qu'est-ce que ça leur fait de s'appeler Marine. Bref, complicated, mais parce que Marine Le Pen avait décidé d'insister plutôt sur ses 7 chats, qu'elle faisait des pétunias là dans Ambition Intime, on avait vu que c'est pétunias, et il fallait tout lisser pour essayer de camoufler cet hérissage d'un parti créé par des Waffen-SS quand même, faut le rappeler. Et du coup, elle a privatisé ce prénom. Elle se l'est un peu approprié, genre exclusivité. Marine, c'est moi. Et donc du coup, il y a une autre Marine, il y avait une autre Marine à Hénin-Beaumont, il y a une autre Marine maintenant au niveau national. Et elle va faire avec, je vais essayer de réhabiliter ce prénom. Alors votre veste verte est devenue un vrai symbole. Quand vous la portez, pensez-vous qu'on vous écoute davantage pour vos idées ou pour votre image? En fait, pendant longtemps, je me bats contre ça et je commence à y arriver. Mais en fait, tu pouvais faire une émission complète sans qu'on te pose aucune question sur l'écologie. Ce matin, par exemple. Mais t'as vu, j'en parle quand même. Bon, là, c'est pareil. Et donc, la veste verte a un avantage, c'est que même si on ne t'interroge pas sur l'environnement, il y a déjà le vert.
Ça, c'est une première chose très importante. Et en ce moment, on parle beaucoup d'ultra fast fashion, de fringues et tout ça. C'est 10% de pollution au niveau 10% des émissions de CO2 au niveau mondial viennent des vêtements, du textile. Et on a tous un tiers de nos vêtements en moyenne dans nos armoires que l'on met jamais. Et 45% des gens qui achètent de l'ultra fast fashion, jusqu'à 45% regrettent leur achat. Donc, s'habiller tous les jours pareil, c'est quand même bon pour la planète. C'est bon pour une femme qui, de toute façon, va toujours se faire embrouiller sur ses fringues, donc arrêtez de réfléchir. Ça permet de se concentrer, on gagne du temps et c'est bon aussi pour votre budget. Les gens qui vous rencontrent dans la rue ont besoin d'avoir un contact avec cette veste verte. Alors racontez-nous une anecdote. Jamais raconté à qui que ce soit. Jamais quelque chose d'un peu croustillant, oui. Croustillant? Ah non, mais oui, moi, croustillant, c'est une façon de parler. Ce qui m'a fait rire, c'est un jour, j'arrivais dans la cuisine et mon fils avait mis ma veste qui traînait jusqu'à ses chevilles, c'était vraiment beaucoup trop petit pour cette veste. Et il m'avait dit, t'as vu, pour le carnaval, je me suis déguisée en Marine Tondelier. Oh! Paf! Prends-toi ça. C'était rigolo. Vous avez parlé de votre fils. Par ailleurs, vous dédiez votre livre à votre fils. Et à tous les enfants, d'ailleurs. Oui, sur vos réseaux sociaux également, vous mettez vos qualités en avant. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise dans le fait de devenir mère? C'est que tout le monde me disait, profites-en pour dormir, parce qu'après c'est terminé. Et donc, il faut savoir qu'en fin de grossesse, tu n'arrives plus à dormir. Tu as mal, ça bouge. T'es stressé par l'accouchement parce que tout le monde t'a dit que ça allait être horrible. Et d'ailleurs, on dit que l'accouchement ça va être horrible, mais on te parle pas des jours d'après. Donc tout va être horrible pendant 5 jours. Et c'est aussi plein de bonheur. Enfin, c'est génial. Et moi surtout, les gens connaissaient la difficulté du combat de politique à Hénin Beaumont. Et il y en a pas mal, mais de manière très bienveillante, qui me disaient, tu sais Marine, si t'en as marre, si t'es trop dur, mais s'il y a un moment où t'as une sortie de secours, c'est maintenant. Moi, je disais, mais j'ai pas du tout envie d'arrêter. Mais c'était dit avec tellement d'insistance et par des gens dont je sais qu'ils étaient bienveillants, qu'à un moment, je me dis, bon bah... Je vais quand même réfléchir, me confronter à ça, parce que s'ils le disent, c'est peut-être qu'il y a un truc, c'est moi qui suis pas lucide, quoi. Et je me rappelle être avec ce bébé dans les bras qui me regarde. C'était le week-end où commençaient les Gilets jaunes. Et c'était aussi le week-end de la première marche climat. Donc je me rappelle de l'obstétricien qui me ramène la Voie du Nord avec toute la grosse marche climat, et puis on avait dû slalomer entre les barrages pour arriver à la maternité. Enfin bref, c'était un moment particulier, comme en fait on est tout le temps un moment particulier depuis des années. Et je me rappelle, elle va regarder cet enfant et elle va dire, mais bien sûr qu'on va continuer. Pour lui et pour tous les autres, on peut pas s'arrêter. Je peux pas lui dire quand il sera un peu plus grand, qu'il dira mais vous avez fait quoi pour la planète? Ah bah moi j'ai tout arrêté le jour de ta naissance, donc voilà, remercie-moi. Bah bien sûr qu'il me remerciera pas. Et Marie, ça fait quel effet d'avoir Joseph face à vous comme ça? Il arrive, il est dans vos bras, il est sur vous, puisque moi je n'ai pas cette chance de pouvoir être maman. Bah c'est des moments difficiles, hein, la maternité, rien ne vous prépare à ça. Sur l'allaitement, où en plus on vous donne des conseils différents. Moi je me rappelle, j'ai fini par appeler la Leche League en disant écoutez, moi je veux allaiter, là j'y arrive pas. On me dit bah du coup mettez du lait artificiel. Moi je voulais vraiment allaiter. Il y a des femmes qui veulent pas allaiter, c'est leur droit aussi, mais on a l'impression de tout faire mal, que rien ne va, et on a plein d'amour et du coup plein de pression aussi. Enfin voilà. Envisagez-vous d'agrandir votre famille? Oh bah ça me regarde. Si vous allez pas. C'est trop mignon. Vous voulez pas qu'on fasse une cellule de crise familiale aussi pour voir tout ça? Non mais un enfant c'est génial. Je vous trouve extrêmement indiscret. C'est vrai, un peu trop. Bon, je vais pas être trop intrusif. Et vous serez le premier informé si je prends une décision en la matière. Voilà. Moi je crois tout ce que vous me dites. Je crois vraiment tout ce que vous me dites. Ah ben, vous avez raison de croire dans les promesses des politiques et surtout dans les miennes. Quel souvenir gardez-vous de Gérald Darmanin, puisque j'ai appris dans le livre que c'était un camarade de promo? Alors, un camarade. Un camarade. Je fais des allergies en ce moment, voilà. C'est pas Darmanin qui vous fait tousser quand même. Pas du tout, vous avez vu que j'étais un peu malade ce matin. Gérald Darmanin, il était étudiant en Sciences Po Lille en même temps que moi, mais juste au-dessus, dans la promo, juste avant. Oui, mais vous... Il n'était pas au-dessus de moi, il était dans la promo au-dessus. Et c'est vrai que c'était hyper impressionnant, et c'était pas le seul, de voir des gens qui... étaient des Sciences Po Lille en costard tous les jours. Et je me dis mais pourquoi ils s'habillent comme ça? Rien n'est grave. Tu t'es pas obligé de t'habiller déjà comme un banquier ou comme un ministre de l'Intérieur alors que tu es juste en première année. Tout va bien se passer. D'ailleurs, c'est une phrase de lui, tout va bien se passer. Il avait dit ça à Pauline de Malherbe. Et donc moi j'étais assez de là d'où je venais. J'étais un peu stupéfaite par ça et surtout je disais bah alors dis donc la politique,
Bah moi c'est sûr j'en ferai jamais parce qu'apparemment faut déjà s'habiller comme ça, faut en vouloir en faire depuis qu'on a 15 ans, faut avoir des parents qui en faisaient déjà. Donc je regardais ça avec un peu de circonspection et beaucoup de distance, voilà. Marine Tondelier, si vous deviez compléter cette phrase, en 2027, si j'étais présidente, que diriez-vous? Eh bien je pense que j'aurais un grand discours d'amour et de réconciliation parce que je trouve que cette société se fracture un peu plus chaque jour et que ça nous envoie tous dans le mur. Donc je pense que j'aurai un message de tendresse envers les gens qui ont peut-être pas voté pour moi, mais avec lesquels on va devoir travailler. En tout cas, on travaillera pour chacun d'entre eux, beaucoup plus que le président actuel. Si vous pouviez adresser un message à celles et ceux qui nous regardent, que diriez-vous à l'objectif de cette caméra? Eh bien écoutez, que vous vous aimiez, que vous ne vous aimiez pas ou que vous ne vous aimiez pas tous les jours et que des gens vous aiment ou que vous ayez la sensation que personne ne vous aime, moi je vous le dis, je vous aime. Tenez bon, si vous n'avez plus la force, pas les moyens, on le fait pour vous, on sera là pour vous. Et moi, tous les jours, en me réveillant, je pense à vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Marine Tondelier, portez-vous bien et soyez intensément heureuse. Et vous aussi, toutes et tous, bon courage, tenez bon, on va y arriver, si tout va bien.